Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 16e épisode de Touche pas à mon peuple, le podcast de la France Insoumise. Cette semaine, Manuel Bompard s'attaque au point politique. Le conclave est, comme nous l'avions prévu, un échec. Il est temps de censurer le gouvernement et de faire tomber Bayrou. Manuel Bompard nous explique tout et surtout pointera le rôle d'assurance-vie du Rassemblement national pour la Macronie. On parlera aussi mobilisation écolo, assemblée représentative de la France Insoumise et situation internationale. Une situation internationale marquée par la guerre Israël-Iran. C'est Arnaud Le Gall qui se penche sur la question en détail. Sarah Legrain a sorti cette semaine un rapport parlementaire sur la parentalité. Il sera question de mère isolée, congé paternité et allocation familiale. Enfin, Mathilde Digné nous fera le récit de son entrée à l'Assemblée nationale dans un contexte privé particulier. Elle nous montre comment il a pu la guider pour transformer la société. Et côté carte blanche, l'Institut La Boétie fera la promotion du cursus renforcé. Candidatez dès maintenant et jusqu'au 6 juillet pour intégrer la 6e promotion. Et l'insoumission.fr se penchera sur le conclave et sur la complicité du Rassemblement national dans le maintien au pouvoir d'Emmanuel Macron. Mais tout de suite, le point politique. Manuel Bompard, c'est à toi. Et bonjour à toutes et tous. Cette semaine, c'était normalement la fin du fameux conclave. Cette réunion mise en place par François Bayrou au moment du budget, quand il a passé en force son budget par 49.3, pour tenter d'échapper à la censure de son gouvernement. Il a négocié avec le Parti socialiste la mise en place de cette réunion qu'il a appelée conclave, qui réunissait autour d'une même table les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des syndicats du patronat, le MEDEF en particulier. Et il a fait mine de penser que cette réunion pouvait, ou en tout cas certains ont fait mine de penser que cette réunion pouvait aboutir sur l'abrogation de la réforme des retraites, c'est-à-dire l'abrogation de l'âge de départ à la retraite à 64 ans et le retour à 62 ans. Assez vite, un certain nombre d'organisations syndicales se sont rendues compte qu'elles ont été dupées. Elles ont quitté la table des négociations et assez vite d'ailleurs, le Premier ministre François Bayrou a dit de toute façon la question de l'âge de départ à la retraite ne fait pas vraiment partie des sujets en discussion. Et ces travaux se sont prolongés, mais même en dehors de cette question-là, de l'âge de départ à la retraite, elles n'ont pas abouti sur un accord et le conclave devait normalement se terminer la semaine dernière, mais finalement il s'est prolongé une semaine supplémentaire et il n'y a toujours pas d'accord. Le conclave s'est donc soldé par un échec définitif, même si le Premier ministre a repris la parole ce jeudi pour jouer la prolongation de la prolongation, en continuant à s'accrocher au pouvoir et en espérant gagner encore du temps pour échapper à la censure. Pourtant, il est temps que cette comédie et cette mascarade s'arrêtent et c'est la raison pour laquelle nous avons appelé dès ce lundi, dès la fin de ce conclave, au dépôt d'une motion de censure commune de l'ensemble des formations politiques de la gauche représentées à l'Assemblée nationale pour faire tomber ce gouvernement. Finalement, le Parti socialiste a montré à nouveau son sectarisme, il a refusé de déposer une motion de censure commune, mais il y aura bien une motion de censure qui sera examinée, débattue mardi prochain à l'Assemblée nationale et qui doit être l'opportunité de faire tomber le gouvernement. Évidemment, ça dépendra du vote de l'ensemble des députés de gauche, ça dépendra aussi du vote des députés du Rassemblement national. Et ces derniers jours, les députés du Rassemblement national ont expliqué que ce n'était pas le moment de faire tomber le gouvernement, ont expliqué que la question des retraites n'était pas suffisante pour censurer le gouvernement. Bref, tout le monde a compris que le Rassemblement national s'apprête à sauver encore le gouvernement de François Bayrou. Il a fait déjà 6 motions de censure que le Rassemblement national a refusé de voter et il s'apprête à servir à nouveau de dernier protecteur de la Macronie, de béquille de la continuité de la politique macroniste en France. Et la semaine prochaine sera, d'un certain point de vue, l'heure de vérité. Ceux qui sont véritablement dans l'opposition à Emmanuel Macron, à François Bayrou, à sa politique, devront censurer le gouvernement et tous ceux qui ne censureront pas le gouvernement auront définitivement fait tomber le masque et auront définitivement montré leur vrai visage, c'est-à-dire des opposants de pacotille, des gens qui font semblant d'être dans l'opposition mais qui en vérité à chaque fois qu'ils ont l'opportunité de renverser le gouvernement décident de le sauver. C'est une bonne chose évidemment que toute la gauche puisse voter cette motion de censure, même si ça n'enlèvera pas et ça n'effacera pas le fait que depuis le mois de janvier, il y a eu de nombreuses opportunités de faire tomber ce gouvernement et la décision du Parti socialiste
à 6 reprises également de ne pas voter cette motion de censure depuis le mois de janvier, a permis à François Bayrou d'abord de faire appliquer un programme budgétaire qui est le pire budget, le plus austéritaire de ces 30 ou 40 dernières années, aura permis de maintenir au pouvoir Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur qui s'est illustré ces derniers mois par ses obsessions racistes, xénophobes et islamophobes, aura permis à ce gouvernement de dérouler un agenda politique totalement régressif d'un point de vue écologique et environnemental. Et ça n'aura été possible que parce que le Rassemblement national d'un côté, le Parti socialiste de l'autre, auront maintenu ce gouvernement au pouvoir. Peut-être que la semaine prochaine, enfin, on pourra tourner la page définitivement de François Bayrou, et si c'est pas le cas, alors le Rassemblement national aura montré son vrai visage. En tout cas, ce serait une manière de finir l'année en faisant chuter un gouvernement qui, depuis qu'il est au pouvoir, finalement n'a rien fait de bon pour le pays. Pire, a aggravé notre situation pour un Premier ministre qui a passer son temps justement à chercher à gagner du temps, qui se sera illustré aussi par ses mensonges, comme dans l'affaire Betaram où il aura menti à plusieurs reprises devant la représentation nationale, et donc il est temps pour lui de partir. Partir pour pouvoir mettre en place une autre politique économique, sociale, écologique, partir aussi pour avoir un gouvernement qui, sur la scène internationale, défend la voie de la paix, défend le droit international, à l'exact inverse et à l'exact opposé des réactions qui ont été les réactions de la diplomatie française, du président de la République lui-même, depuis maintenant plusieurs semaines. Évidemment, relativement au génocide que commet aujourd'hui le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou à Gaza, mais aussi des attaques contre le Liban, contre la Syrie, et puis récemment contre l'Iran, dont s'est rendu coupable l'armée israélienne, puis les États-Unis d'Amérique par l'intermédiaire des bombardements qui ont été décidés par Donald Trump. Et cette attaque israélienne, comme ces bombardements américains, sont des violations du droit international. Et on devrait attendre de la France qu'elle ait une parole forte, qui est une parole garante du respect du droit international, parce que si la France ne défend pas le droit international, alors qui va le faire ? D'un point de vue international, la guerre qui a été déclenchée par Israël contre l'Iran, les bombardements américains contre l'Iran ont cessé, puisqu'il y a désormais un cessez-le-feu qui a été décidé, mais les massacres continuent à Gaza, mais la colonisation continue en Cisjordanie, et l'impunité dont jouit le gouvernement de Netanyahou le conduit à poursuivre sa politique génocidaire et sa politique inacceptable d'un point de vue du respect des droits humains. Et là aussi, la France est extrêmement silencieuse. L'attaque israélienne contre l'Iran aura permis pour Netanyahou d'empêcher la tenue d'une conférence que le président de la République, Emmanuel Macron, disait préparer depuis plusieurs mois et devant permettre la reconnaissance de l'État de Palestine. Et cette conférence ayant été annulée, on n'a plus entendu parler dans la bouche du président de la République de cette reconnaissance. Or, il n'y a pas besoin de cette conférence pour pouvoir procéder à la reconnaissance de l'État de Palestine. Il suffit d'une décision du président de la République lui-même, qui pourrait par là même faire en sorte que la France rejoigne une grande majorité des États dans le monde. C'est près de 75% des États dans le monde qui reconnaissent officiellement aujourd'hui l'État de Palestine. Et donc là aussi, c'est une raison de faire tomber ce gouvernement, de préparer les prochaines échéances présidentielles pour remplacer ce président de la République, pour que la France redevienne une voix non alignée, une voix indépendante, une voix qui défend la paix, une voix qui défend le respect des droits humains, une voix qui défend le droit international tellement maltraité ces derniers mois et ces dernières années. Et c'est aussi une raison pour laquelle il faut faire la semaine prochaine tomber le gouvernement de François Bayrou. Cette semaine a été aussi l'occasion d'alerter, et le groupe Insoumis par mon intermédiaire a pu le faire ce mardi à l'Assemblée nationale, sur les dysfonctionnements de la justice, et notamment l'omerta qui s'organise dans la justice pour empêcher que justice soit faite quand un jeune homme a été tué par un policier. Ça a été le cas à Marseille il y a 4 ans. Il s'appelait Souhail El-Khalfaoui, il avait 19 ans, et depuis 4 ans, sa famille se bat pour avoir le droit à la vérité et à la justice, et depuis 4 ans, sa famille est confrontée à un véritable sabotage judiciaire, où des pièces nécessaires à manifestation de la vérité disparaissent ou ne sont pas demandées, où on laisse des policiers s'accorder pour pouvoir donner leur version, où la famille demande des actes judiciaires qui ne sont pas produits. Et cette semaine, en début de semaine, on a appris que les scellés de cette enquête avaient disparu dans le parquet de Marseille. Quelque chose de tout à fait extraordinaire, tout à fait incroyable, qui avait disparu depuis plusieurs mois. Et c'est suite à notre interpellation
du ministre de la Justice Gérald Darmanin mardi à l'Assemblée nationale que comme par magie, le lendemain, nous avons appris que ces scellés avaient été retrouvés. Je crois que ça en dit long sur les complicités, la manière systémique avec laquelle, dans les situations de violence policière, il est extrêmement difficile pour la justice et pour les proches des victimes d'obtenir vérité et justice. Et c'est aussi une bataille que mène la France insoumise depuis des années et des années et que nous allons continuer à mener. Enfin, le week-end dernier, c'était l'Assemblée représentative de la France insoumise. L'Assemblée représentative, c'est un moment important dans l'histoire de notre mouvement. C'est tous les 6 mois que se réunissent pendant une journée des représentants tirés au sort dans chacun des départements du pays, tirés au sort au sein des boucles départementales de la France insoumise, pour faire le point, pour échanger sur la stratégie politique de la France insoumise, sur les objectifs, sur la feuille de route que l'on se fixe pour les mois qui suivent. Et lors de cette assemblée représentative, nous avons notamment travaillé, débattu et adopté 2 textes. Un appel pour l'unité populaire, un document d'orientation politique qui s'adresse notamment aux militantes et aux militants, syndicalistes, militants associatifs, citoyens, militants des autres formations politiques, pour leur dire que l'heure est aujourd'hui au rassemblement sur un programme de rupture dans la perspective des prochaines échéances électorales. Et c'est cet appel pour l'unité populaire que nous avons débattu et adopté collectivement. Et puis nous avons aussi mis au point un 2e document, une feuille de route avec des objectifs, 16 objectifs que la France insoumise se fixe pour les mois qui viennent, à la fois des objectifs de travail dans la société, mais aussi des objectifs de développement interne de notre mouvement, de son amélioration, faire en sorte que le mouvement soit encore plus puissant, encore plus efficace, qui sont encore plus à même de pouvoir réussir les objectifs politiques qu'ils se fixent. Et ces 2 documents, ce document d'orientation stratégique et cette feuille de route, elles sont désormais soumises au vote des insoumises et des insoumis. Elles sont soumises au vote jusqu'au lundi 7. Et donc si vous êtes militante et militant ou militant de la France insoumise, et si vous n'avez pas encore voté sur ces textes, c'est très important que tout le monde en prenne connaissance, que tout le monde puisse donner son point de vue, approuver ces textes ou les rejeter, pour faire en sorte que ces textes soient très largement partagés à l'intérieur du mouvement insoumis. Dans ces textes, vous trouverez aussi des éléments de préparation des prochaines échéances électorales, qui sont les élections municipales qui vont avoir lieu l'année prochaine, et vous apprendrez en particulier que la France insoumise a d'ores et déjà organisé 500 assemblées dans 500 communes en France pour préparer ces élections municipales. C'est 90% des communes, des grandes communes, des communes de plus de 50 000 habitants. C'est plus de 50% des communes de plus de 20 000 habitants, dans lesquelles la France insoumise est d'ores et déjà en train d'organiser sa présence pour les élections municipales. Et il y aura encore de nouvelles assemblées communales qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Vous le voyez, le mouvement insoumis, il est en dynamique, il continue à grandir, à progresser. Il se fixe des objectifs ambitieux. Les élections municipales, bien sûr, mais aussi comme première étape du grand rendez-vous démocratique du pays qui sera l'élection présidentielle de 2027. Alors si vous n'avez toujours pas franchi le pas, si vous n'êtes pas encore insoumise ou insoumis, n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à rejoindre un groupe d'action pour militer au quotidien, pour militer près de chez vous, pour rencontrer les insoumises et les insoumis autour de chez vous, parce qu'on a besoin d'être encore plus nombreux pour faire face à la fascisation du pays, à la bollorisation des médias. On a besoin d'avoir un maillage, un réseau militant qui est le plus puissant possible. Et ça dépend de chacune et de chacun d'entre vous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Sarah Legrain a sorti cette semaine un rapport parlementaire sur la parentalité. On l'écoute. La délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité le rapport de ma mission d'info transpartisane sur la parentalité, les politiques d'accompagnement à la parentalité, qui m'avait été confié à moi et à Delphine Lingman, qui est une députée du MoDem. Donc voilà, malgré tous les désaccords que vous pouvez imaginer entre nos 2 formations politiques, on a réussi à se mettre d'accord sur 44 recommandations communes, dont certaines sont très fortes, et donc c'est ça que j'ai envie de développer ici. Mais d'abord, peut-être commencer par dire pourquoi c'était très important que la délégation aux droits des femmes missionne un rapport sur la question de la parentalité. En fait, sous ce mot un peu aux allures un peu neutres, parentalité, derrière se cache la question de la pénalité maternelle. Il y a très peu de gens qui savent qu'aujourd'hui, 90% des inégalités de revenus entre les femmes et les hommes sont liées à la parentalité. C'est-à-dire, en fait,
concrètement au fait d'être mère. C'est quand vous devenez mère que votre situation décroche sur le monde du travail, que vous allez vous retrouver avec des inégalités économiques qui vont exploser entre les femmes et les hommes. Et c'est en devenant mère aussi que vous allez vous retrouver en fait avec cette fameuse double journée, double injonction, à travailler comme si vous n'aviez pas d'enfants et à avoir des enfants comme si vous n'aviez pas de travail. Ce sont les femmes qui assurent aujourd'hui en France 71% des tâches domestiques et 65% des tâches parentales. Voilà, il y a cette inégalité qui est très ancrée, qui est à la fois évidemment dans les stéréotypes de la société, qui continue majoritairement à penser que le soin aux enfants, c'est lié à une nature maternelle, que c'est une prérogative des femmes, mais qui est aussi lié en fait à des politiques publiques. Aujourd'hui, on a des politiques en matière d'accueil du jeune enfant, que ce soit les congés, les modes de garde, et des politiques en matière d'organisation du monde du travail et du temps de travail, qui font qui ne se rencontrent pas du tout et qui font que les femmes sont très très fortement pénalisées par cette maternité. Donc l'idée, c'est bien il faut amoindrir cette pénalité parentale, que ça coûte moins cher, que ce soit moins dur dans la vie d'être parent, mais surtout aussi la répartir également, quoi. C'est-à-dire de dire que ça peut pas être en plus une pénalité qui est assurée essentiellement, qui va essentiellement avoir un impact sur les femmes, là où, par exemple, les pères, quand ils ont des enfants, ne voient pas leurs revenus diminuer, ne voient pas leur carrière professionnelle entravée, par exemple. Donc c'était hyper important de traiter ce sujet-là comme un sujet d'égalité, la question de la parentalité. À partir de là, donc on a fait 44 propositions. Il y en a une à laquelle je tiens énormément et je suis très très heureuse d'avoir réussi à faire adopter de façon transpartisane, qui est la question du congé paternité égal au congé maternité. Alors c'est une mesure très importante. Faut savoir qu'en Espagne, ils ont en 2019 amorcé une réforme et en quelques années, ils ont adopté un congé paternité égal au congé maternité. Ils appellent même pas ça congé paternité, congé maternité en réalité. En fait, ils disent c'est une prestation d'accueil, de naissance et de soins de l'enfant. Et cette prestation, elle est égale pour les deux parents et elle est de 16 semaines pour les deux parents. Alors nous, en France, on a juste un congé maternité de 16 semaines et on a un congé paternité qui est très largement inférieur parce qu'au maximum, il vous amène à 1 mois après la naissance. Voilà. Pourquoi le mettre à égalité ? Évidemment, le congé maternité, les gens se disent oui, mais c'est aussi pour se remettre de l'accouchement, c'est aussi éventuellement pour allaiter, ça a un sens particulier lié à ce qui arrive au corps des femmes, à l'esprit des femmes au moment de la naissance, mais justement, précisément parce qu'elles ont besoin de se remettre, physiologiquement, psychologiquement, parce que parfois elles allaitent, et bien, au contraire, elles ont plus que jamais besoin d'une personne à leur côté qui puisse, évidemment, prendre soin de l'enfant quand elles ont un rendez-vous médical, qui puisse s'occuper du ménage, les courses, de faire à manger quand, par exemple, elles sont en train d'allaiter ou justement se relayer quand elles manquent de sommeil. Ce qui fait que cette histoire de congé paternité égale au congé maternité, c'est aussi dire, ce n'est pas un congé, en fait, c'est pas un repos, c'est très dur d'accueillir un enfant seul après la naissance et en tout cas, c'est aussi un problème parce que ça induit très vite le fait que, la mère va être le parent principal, le parent qui sait tout, qui a appris les choses, qui sait comment s'y prendre, etc. Pendant que finalement le père va éventuellement se retrouver un peu en position auxiliaire, en soutien, en appui quand c'est possible, parce qu'il n'aura pas eu le temps de découvrir de façon autonome aussi l'apprentissage des soins de l'enfant. Et du coup, non seulement on propose de le mettre à égalité, ce congé paternité, avec le congé maternité, donc 16 semaines, mais sur ces 16 semaines, on veut qu'il y ait 8 semaines obligatoires. Alors qu'on s'entende bien, obligatoire, ça veut dire justement que c'est une garantie et que vous pouvez pas avoir votre patron qui commence à essayer de négocier en vous disant que là, c'est compliqué, c'est pas le bon moment, etc. En fait, vous avez 8 semaines qui sont garanties. Les 4 premières à la naissance, vous passez comme ça forcément au moins 1 mois après la naissance à accueillir l'enfant, à apprendre les gestes ensemble, à être aux côtés de la mère. Et puis, dans l'autre mois obligatoire, les autres 4 semaines obligatoires, elles seraient prises après le congé maternité, justement pour favoriser des moments où, a priori, potentiellement, la mère a repris le travail et le père va être seul avec l'enfant. Et là, il va aussi découvrir tout plein de choses par lui-même, sans être un peu, quelque part, dans le réflexe d'aller demander comment on fait à la mère ou d'aller être juste en appui. Et cette phase d'autonomie, c'est très important. On a eu plein de témoignages sur le fait que c'était vraiment important dans le fait de devenir un parent à part entière et c'est aussi ce qui est pratiqué dans les pays scandinaves où les pères ils ont plusieurs mois seuls avec leurs enfants. Donc ça voilà, c'est pour le congé paternité, c'est vraiment
la grosse proposition qui est faite dans ce rapport. Mais dans ce rapport, on a aussi plein d'autres propositions. Évidemment, on n'a pas voulu écarter du tout la question des familles monoparentales, qui est centrale, qui concerne énormément les femmes, puisque vous savez, plus de 80% des familles monoparentales, ce sont en réalité des mères seules, des mères isolées, et elles subissent alors plein d'inégalités, notamment des injustices socio-fiscales, le fait de devoir payer des impôts sur la pension alimentaire, alors que la pension alimentaire, elle est censée être là pour l'entretien de l'enfant. Elle est d'ailleurs souvent insuffisante. Donc nous, on propose de revoir le mode de calcul de cette pension alimentaire et aussi que la mère ne paye plus d'impôts dessus. On propose aussi de déconjugaliser l'ASF. C'est un peu technique, mais en gros, il y a une allocation que touchent les mères isolées qui n'ont pas de pension alimentaire, toujours pour l'entretien de leur enfant. Mais alors, si elles se remettent en couple, mais même juste conjugalement, même sans se marier, ils peuvent avoir un contrôle de la CAF qui vont leur dire ah bah non, vous êtes en couple, donc vous partagez les frais, donc en fait on vous retire l'ASF, comme si forcément le nouvel amoureux de la mère était forcément quelqu'un qui allait s'occuper des frais de l'enfant. Et donc c'est évidemment catastrophique. Donc ça, on est aussi pour déconjugaliser cette ASF. On a aussi des mesures en faveur évidemment de la conciliation. On a aussi des mesures pour adapter davantage le monde du travail à la parentalité. Bon, en fait, il y a un énorme pan qui serait à revoir, qui est la question tout simplement du temps de travail et de l'organisation du travail, avec notamment les journées fragmentées, les horaires atypiques qui sont beaucoup assurés notamment par des métiers féminisés, et où là vous avez une double peine parce que c'est des femmes qui ont des métiers avec des horaires compliqués et en plus des horaires qui sont incompatibles avec le fait d'avoir des enfants, et en plus les mères isolées sont surreprésentées dans ces catégories-là. Et puis au-delà de ces cas d'horaires fragmentés, etc., il y a plus largement l'organisation de l'entreprise qui fait qu'il y a encore des réunions, des temps importants, tôt le matin, tard le soir, les week-ends, etc. Et que tout ça, cette espèce de désynchronisation, bien évidemment, elle pèse très très lourd sur les femmes, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Comme dans le couple, on a un système inégalitaire bien ancré qui fait que ce sont les mères qui vont aller chercher les enfants à l'école, qui vont aller au rendez-vous prévu pour la scolarité de l'enfant ou aux rendez-vous médicaux, etc. Mais ce sont elles qui vont en fait renoncer à ces temps forts, et elles vont avoir évidemment un impact dans leur évolution de carrière, etc. Donc, quel que soit finalement le niveau social, le niveau professionnel dans lequel vous êtes, il y a la question de comment le travail finalement fait par des hommes pour des hommes ne prend pas du tout en compte la question de la parentalité, et comment à l'inverse, si on fixait des règles, ces règles elles pourraient s'appliquer à tous les salariés, et elles pourraient encourager le fait que justement ce ne soit pas aux mères de s'arranger, de concilier, de faire des concessions, mais que les salariés aient ce droit égalitaire entre eux de prendre en charge les tâches parentales. Et ça encouragerait aussi, évidemment, non seulement ça pénaliserait moins les femmes, mais ça encouragerait sans doute le partage des tâches, le fait que, tout le monde ait les mêmes droits à des autorisations d'absence, par exemple, pour des rendez-vous dans la scolarité, pour les moments de rentrée scolaire, etc. Ça, si c'est donné à tous les parents, peut-être qu'on peut se dire aussi que il y a peut-être un plus d'égalité qui se fera. Voilà un peu pour le résumé. Il y a plein de choses aussi sur la santé des mères, la lutte contre la dépression postpartum. Vous savez que le suicide est quand même la première cause de mortalité chez les femmes qui ont accouché dans l'année qui suit l'accouchement. Donc c'est extrêmement grave, c'est extrêmement préoccupant. Donc évidemment, il faut former les personnels de santé à ça, il faut permettre un rendez-vous psy gratuit supplémentaire pour les femmes après la naissance. Il faut aussi faire en sorte que quand il y a une dépression postpartum, le conjoint, la conjointe puisse bénéficier du congé proche aidant pour être vraiment totalement aux côtés de la femme qui souffre de dépression postpartum. Il y a aussi ces enjeux-là qu'on a essayé de prendre en compte, lutter contre l'isolement des mères, favoriser des groupes après la naissance, etc. Des mesures, plus ou moins coûteuses ou plus ou moins radicales, parfois un peu aussi symboliques sur la question des stéréotypes, de comment on nomme les choses. Est-ce que c'est nécessaire d'appeler encore l'école maternelle, est-ce que on ne devrait pas aussi faire attention aux termes qu'on emploie quand on dit père, paternité, pour inclure l'ensemble des familles, pour aussi ne pas impliquer aussi les inégalités de genre, etc. Donc on a essayé d'avoir une réflexion là-dessus. Vous l'aurez compris, la mesure phare et celle qui coûte le plus, c'est celle du congé paternité. Elle est dans le programme de la France Insoumise. Je suis très heureuse que maintenant ce soit un rapport transpartisan LFI-MODEM adopté à l'unanimité par la délégation aux droits des femmes qui puisse le faire advenir à l'Assemblée nationale. Et puis le reste du boulot sera évidemment
d'en faire des propositions de loi et de faire gagner cette bataille. Et voilà. Israël-Iran, pour tout comprendre, c'est au tour d'Arnaud Le Gall. Du 12 au 24 juin a eu lieu la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran. Guerre déclenchée par le gouvernement israélien dans la nuit du 12 au 13, les bombardements sur de multiples cibles en Iran. Cette guerre a fait en tout 1054 victimes officiellement en Iran, dont de très très nombreux civils et quelques responsables du régime, et 28 victimes, 28 morts en Israël. Les motifs officiels de cette guerre, tels que nous les ont énoncés le gouvernement israélien, ce serait d'empêcher l'Iran d'avoir l'arme atomique. Et sous-entendu, l'Iran était à 2 doigts d'avoir l'arme nucléaire. C'est totalement faux. L'Iran enrichit de l'uranium au-delà du seuil légal déterminé notamment par l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Mais en aucun cas à ce stade il y avait de programme militaire de bombes nucléaires en cours. Selon les services de renseignement des États-Unis eux-mêmes, ce programme n'existe plus depuis 2003. Alors évidemment, il faut empêcher l'Iran, y compris de continuer à enrichir de l'uranium en toute illégalité, mais cela pouvait se faire par la négociation et il n'y avait aucune nécessité de lancer une guerre extrêmement dangereuse aux conséquences potentiellement incommensurables pour la région et le monde entier. Mais la vérité, c'est que cette guerre avait un autre agenda, l'agenda de Benjamin Netanyahou. D'abord, faire diversion sur la situation à Gaza, et pendant toute la durée de cette guerre, on a très peu parlé de Gaza, alors que des centaines de Palestiniens ont été tués sur la même période, notamment lorsqu'ils vont essayer de chercher les petites miettes d'aide alimentaire humanitaire qui arrivent encore à passer, et qu'ils sont pris pour cible comme des animaux par l'armée israélienne. Ensuite, Netanyahou fait face à une situation compliquée dans son propre pays, une colère sociale de plus en plus et politique de plus en plus intense. Il ne se passe pas une journée sans que notamment des familles d'otages à Gaza manifestent, parce que ils ont très bien compris que la stratégie de Netanyahou à Gaza rendait impossible la libération des derniers otages. Également une situation judiciaire compliquée. On sait que Benjamin Netanyahou fait face à la justice, et en gros, le jour où il ne sera plus à la tête du gouvernement de son pays, il risque d'avoir affaire à la justice de son pays pour des raisons qui n'ont pas forcément à voir toutes avec la guerre. Par ailleurs, il a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale à son encontre pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'une des raisons de la guerre déclenchée par Netanyahou, c'était de vouloir tuer dans l'œuf la reprise des négociations sur le nucléaire iranien qui avait été un peu obtenue par Donald Trump, et une première réunion devait avoir lieu le 15 juin entre les négociateurs iraniens et leurs homologues. À noter que les négociateurs iraniens ont été tués dans cette guerre par des frappes israéliennes. Enfin, le dernier vrai objectif, qui n'était pas du tout finalement le programme nucléaire militaire, dont on a vu qu'il n'existe pas pour son volet, en tout cas pour le volet bombe. Ce programme, le vrai objectif d'Israël, du gouvernement israélien, c'était de changer de régime, ce qu'on appelle la doctrine du regime change. Un peu ce que les Américains avaient fait en Irak en 2003. Alors évidemment, quel que soit le niveau de détestation ou d'opposition qu'on a au régime des Mollahs, à la République islamique d'Iran, qui est un régime qui est dangereux en partie pour la région, mais qui est surtout opprime son propre peuple, on doit malgré tout réfléchir aux conséquences de ce type de stratégie. On a vu qu'en Irak, au prétexte d'exporter la démocratie, etc., tout ça était des prétextes fallacieux, on a introduit un chaos sans nom qui a rejailli sur toute la région, et on a eu notamment, la guerre en Irak a notamment provoqué la création de l'État islamique de Daesh. Donc cette stratégie du régime change, historiquement, la France y était totalement opposée. Et pourtant, là, on a vu une diplomatie française perdue, qui a dit tout et son contraire, qui a commencé, dans un premier temps, par confondre guerre préventive et droit à se défendre. Immédiatement, le président Macron a dit que Israël avait le droit de se défendre, sauf que Israël attaquait. Donc c'était pas un droit à se défendre, en tout cas en droit international, c'est pas comme ça que ça se passe. On avait bien affaire à une guerre préventive,
concept extrêmement dangereux qui n'existe pas en droit international et le concept qui a été utilisé par les néoconservateurs en Irak en 2003. Tout ce qui peut potentiellement et sous certaines conditions être légal, c'est les guerres préemptives et non pas préventives, mais sous certaines conditions et il faut démontrer qu'il y avait une attaque imminente, un danger d'attaque imminente et certain de la part du pays qu'on veut attaquer en premier. Ça n'était pas du tout le cas là dans le cas de l'Iran et d'Israël. Ensuite, la diplomatie française a passé son temps à dire qu'il fallait des escalades, mais tout en encourageant le gouvernement israélien et tout en disant qu'il fallait négocier sur le nucléaire. Ils étaient perdus. Ils ont apporté également, ils ont dit que la France était prête à apporter son soutien militaire à Israël en dehors de tout traité de défense, en dehors de tout accord de défense, en dehors de toute autorisation du Parlement, de l'Assemblée nationale, raison pour laquelle nous avons demandé un débat sur la situation au Proche-Orient, pour finalement nous dire que en fait on avait tiré que quelques missiles contre des drones iraniens. Ils sont perdus, c'est très inquiétant. Leur soutien inconditionnel au gouvernement de Netanyahou les amène à raconter n'importe quoi et à opérer des tournants majeurs par rapport à l'histoire de notre diplomatie. Et la France aurait dû être fer de lance des négociations sur le nucléaire iranien et certainement pas de la défense de la guerre menée par Netanyahou. Pourquoi ? D'abord parce que c'est la seule solution. Seule la négociation et la diplomatie permettra de relancer l'accord sur le nucléaire iranien. Et deuxièmement, parce qu'il y avait un accord. Il y avait un accord et la diplomatie française avait été au cœur de la négociation de cet accord en 2015. Et cet accord a été détruit par la sortie décidée par Donald Trump des États-Unis. Depuis, l'Iran s'est affranchi de certaines obligations relatives aux traités internationaux et notamment enrichi de l'uranium. Mais, je le répète, sans construire de bombes, en tout cas pas à horizon visible, contrairement à ce qu'a raconté toute une propagande pendant 12 jours en boucle sur les plateaux télé. Alors nous, à la France Insoumise, nous avons martelé dès le départ notre opposition à cette guerre. Nous avons rappelé qu'il fallait absolument négocier, relancer les négociations pour aboutir à un nouvel accord sur le nucléaire iranien, parce qu'évidemment nous ne sommes pas d'accord pour que l'Iran se dote de la bombe atomique, mais c'est pas par la guerre et le changement de régime qui créeront encore plus de chaos qu'on arrivera à quoi que ce soit. Nous avons rappelé qu'il fallait arrêter Netanyahou, que Netanyahou devait sa survie politique à une guerre sans fin, tous azimuts. C'était donc une situation extrêmement dangereuse et il veut régler tous les problèmes de la région par la force. On le voit maintenant depuis plus d'un an et demi, puisqu'on a affaire à une guerre génocidaire à Gaza. Et enfin, rappelons que nous avons manifesté avec l'opposition iranienne. L'opposition iranienne, c'est la vraie, celle qui, notamment Femmes, Vie, Liberté, les gens qui ont beaucoup manifesté en Iran en 2022 et qui ont été très réprimés. Rien à voir avec l'opposition monarchiste qui en Iran n'a plus aucune crédibilité, n'en a plus depuis très longtemps, puisque les Iraniens ne veulent pas avoir à choisir entre la police secrète du Shah d'Iran et la répression du régime islamique. Mais en France, on a beaucoup mis en avant le descendant du Shah d'Iran en disant qu'il était l'homme de la situation, etc. Mais cet homme n'a aucune crédibilité en Iran. Et d'autant plus qu'il appelle à un renversement de régime par une guerre et une puissance extérieure, ce qui fait que les Iraniens étant extrêmement patriotiques, y compris les pires opposants au régime des mollahs sur place, sont totalement contre le fait qu'il y ait une guerre contre leur pays, la guerre dont ils sont les premières victimes, mais guerre qu'ils refusent par principe parce qu'ils sont patriotes. Donc nous avons manifesté avec l'opposition iranienne, qui disait son opposition totale aux guerres, à cette guerre, et tout en disant son opposition totale au régime des mollahs en Iran. Mais elle considère à juste titre que c'est au peuple iranien de décider de son avenir, c'est au peuple iranien de se soulever, et c'est certainement pas par les bombes qu'on apporte la démocratie. Voilà, donc une séquence durant laquelle la France Insoumise a tenu bon, a tenu les lignes historiques de la diplomatie française, mais une séquence également extrêmement grave et
inquiétante au diapason de ce qu'on observe depuis maintenant plusieurs années dans la région, où la France a dit tout et son contraire, et a finalement été humiliée, puisque à la fin, alors qu'on se retrouvait du côté des va-t-en-guerre, c'est Trump lui-même qui, après avoir être intervenu par un bombardement sur des installations nucléaires supposées, a imposé un cessez-le-feu à Israël et à l'Iran. Cessez-le-feu dans lequel les Européens et les Français n'ont même pas eu de rôle particulier à jouer. Et la conclusion de cette séquence, c'est finalement l'humiliation totale au sommet de l'OTAN. Cette semaine se tenait à La Haye un sommet de l'OTAN qui a acté la capitulation des Européens face aux exigences de Trump. Le président états-unien exigeait une augmentation des dépenses militaires des pays européens jusqu'à 5% du PIB. C'est-à-dire pour la France, ajouter 100 milliards d'euros de dépenses de défense. Et où va cet argent ? Directement dans les poches des grandes compagnies d'armement des États-Unis, où tous les Européens sont priés de se fournir. Une humiliation coûteuse que tous les chefs d'État et de gouvernement européens ont avalée en apposant leur signature au communiqué final du sommet. Trump a vassalisé l'Europe. Mathilde Digné est la première ouvrière agricole à gravir les marches de l'Assemblée nationale comme élue du peuple en juin 2022. Pour votre podcast préféré, elle nous raconte comment son élection prend place aussi dans un contexte privé particulier. 2022, donc élection législative, je m'embarque donc dans la campagne pour les législatives et je sais que je suis enceinte dès le début de la campagne. Donc au début je me pose pas vraiment de questions. Arrive un moment quand même, je me dis qu'il faut que j'en parle aux militants et à ceux qui vont faire campagne avec moi. Donc je leur dis que je suis enceinte et voilà, c'est juste normal. Donc tout le monde est content et puis on fait campagne. Et puis quand même certaines personnes me disaient si tu es élu, comment tu vas faire à l'Assemblée ? Ça va être ton suppléant qui va te remplacer le temps de ton congé maternité. Et puis à vrai dire, je savais pas vraiment ce qui allait se passer, donc je me suis renseignée. Et puis effectivement, pour les députés, quand on accueille un enfant, notre suppléant ne nous remplace pas. Nouvellement élue, mais déjà pleinement imprégnée de la méthode insoumise, elle commence aussitôt par analyser les implications politiques d'une telle situation. En fait, c'est vrai que le fait de pas pouvoir être remplacé par son suppléant pose question sur la représentativité, c'est-à-dire que pendant chaque député, on n'a pas vraiment de congé maternité, c'est-à-dire que c'est une pause maternité, donc moi je choisis quand je m'arrête et quand je reprends, mais tout le moment où je suis absente, y a personne ne peut porter ma voix et donc mon suppléant ne peut pas me remplacer. Ça veut dire que quand il y a des votes à main levée, mon vote n'est pas pris en compte. Ça veut dire que les débats en commission ne sont pas pris en compte puisque c'est aussi des votes à main levée et puis et puis même les débats en hémicycle. Donc la voix de mes électeurs et de mes électrices est absente le temps que moi-même je suis absente. Et du coup ça pose quand même la question de la place des femmes, puisque en fait là on parle de l'accueil d'un enfant en général, donc on pourrait se dire aussi pour un père le fait d'être en congé paternité se pose aussi la question d'être représenté, mais pour une femme le congé maternité est plus long. Et puis il y a aussi la question de l'allaitement. Si une femme veut pouvoir allaiter son enfant, en fait ça veut dire qu'il faut être aussi présente pour son enfant. Et donc ce que j'ai remarqué, c'est que finalement nos institutions, elles ont été pensées par des hommes pour des hommes, et donc aujourd'hui on doit aussi s'interroger sur la place des femmes pour leur permettre de pouvoir exercer des mandats politiques dans les meilleures conditions, et disons ne pas choisir entre être élu ou être maman, et se dire qu'on peut être les deux à la fois. Guidé par ce constat, vient ensuite le temps de l'action politique, pour transformer la société.
Pour répondre un petit peu à cette problématique, en 2022, j'avais déposé une proposition de loi constitutionnelle sur le remplacement des parlementaires en cas d'accueil d'un enfant. Qui n'avait pas été mise à l'ordre du jour. Et là, cette année, j'ai renouvelé l'opération. C'est-à-dire que cette fois, j'ai déposé, pareil, une proposition de loi constitutionnelle, donc qui prend en compte le remplacement des parlementaires en cas d'accueil d'un enfant, mais également le remplacement des parlementaires en cas de maladie longue durée, puisque c'est aussi une réalité, c'est-à-dire que des parlementaires qui seraient malades, en arrêt maladie pendant un certain temps, ne peuvent pas être remplacés par leur suppléant ou leur suppléante. Ces sujets-là, en fait, c'est une proposition de loi constitutionnelle, puisqu'il faut modifier l'article 25 de la Constitution. C'est un parcours législatif qui prend du temps. Aujourd'hui, la proposition de loi, elle est déposée, elle est portée par plusieurs députés de différents groupes, co-signée également par des parlementaires de différents groupes. Et donc, elle est déposée et maintenant, il faudrait qu'elle soit mise à l'ordre du jour. Et si elle était mise à l'ordre du jour, il faudrait qu'elle soit adoptée à l'Assemblée. Elle irait au Sénat. Il faudrait qu'au Sénat, elle soit adoptée à l'identique pour pouvoir ensuite convoquer un congrès comme c'est une loi qui vient toucher à la Constitution. Donc voilà, c'est un petit peu un parcours législatif qui prend du temps. Néanmoins, le fait de redéposer cette proposition de loi constitutionnelle, ça permet aussi de remettre un coup de projecteur sur ce sujet dont on ne parle pas suffisamment, et aussi de pouvoir réfléchir à comment on fait pour améliorer la place des femmes en politique par d'autres moyens. Déposer cette proposition de loi constitutionnelle, ça permet aussi de mettre en lumière un sujet dont on ne parle pas suffisamment et de se dire qu'on peut aussi apporter des évolutions dans nos institutions. Par exemple, à l'Assemblée, on peut aussi passer par le règlement pour pouvoir lier sa fonction de député et sa parentalité. La 6e promotion du cursus renforcé ouvre ses portes. Antoine Salès-Papou, pour l'Institut La Boétie, nous explique le programme et comment candidater. On compte sur vous. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du cursus renforcé de l'école de formation de l'Institut La Boétie, puisque nous avons lancé d'ores et déjà l'ouverture de l'appel à candidature pour la promotion numéro 6 de ce cursus renforcé. Cet appel à candidature est ouvert jusqu'au 6 juillet, et donc je voulais vous inciter toutes et tous à candidater si vous le pouvez. Qu'est-ce que c'est que ce cursus renforcé ? C'est une modalité de l'école de formation que propose l'Institut La Boétie, une formation qui dure 1 an à raison d'un week-end par mois de cours, qui se passent tous à Paris, et au cours desquels vous allez pouvoir suivre 4 parcours, un parcours matérialisme historique, un parcours sur l'humanisme global, un parcours sur l'ère du peuple et les enjeux contemporains, et un parcours sur les pratiques militantes. Et donc, à chaque week-end, vous aurez un cours de chacun de ces parcours, 10 fois donc pendant l'année. Et donc ce cursus renforcé pour une promotion, il réunit 70 militants et militantes qui viennent de toute la France. Et c'est pour qui alors le cursus renforcé ? Eh bien, c'est vraiment pour tout le monde. L'appel à candidature, il s'adresse à tous les militants de la France insoumise. Et donc ce n'est pas du tout un cursus qui serait réservé à une sorte d'élite de la France insoumise, à des gens qui auraient déjà fait des études longues ou bien qui habiteraient à Paris. La France insoumise est un mouvement du peuple et donc elle souhaite former le peuple dans toute sa diversité, avoir des militants qui sont issus de toutes les couches du peuple. C'est pourquoi lors de la sélection que nous faisons pour choisir les 70 qui font partie de la prochaine promotion, nous avons une attention particulière à la fois à la diversité géographique de tous ces militants. On essaye d'avoir le maximum de départements et toutes les régions hexagonales de représenter, mais aussi une attention à la diversité sociale, les niveaux de revenus, les types de milieux professionnels, les types de parcours scolaires des militantes et militants qui vont composer la promotion. Chaque promotion est également strictement paritaire, c'est-à-dire composée à 35 hommes et 35 femmes. Pour permettre justement cette accessibilité au cursus renforcé de l'Institut La Boétie, il faut savoir également que tout est pris en charge par l'Institut et la France Insoumise, à savoir les trajets en train pour ceux qui en auraient besoin, mais également l'hébergement pendant les week-ends, et également les repas du matin, du midi et du soir pour le samedi et le dimanche. C'est donc une opportunité
très grande que vous donne la France Insoumise et l'Institut La Boétie, de suivre un parcours d'exception avec des professeurs qui sont tous des universitaires, des intellectuels reconnus dans les domaines dans lesquels ils vont vous donner cours. Quand est-ce que ça aura lieu, cette promotion numéro 6 ? Eh bien, après les promotions Louise Michel, Thomas Sankara, Angela Davis, Edward Said et Rosa Luxembourg, la promotion numéro 6, qui n'a donc pas encore de nom, commencera son parcours en septembre 2025 et il s'achèvera en juin 2026. Comment faire pour candidater ? Il y a un formulaire Action Populaire, il suffit d'être inscrit sur Action Populaire pour le remplir et déposer sa candidature. Ce formulaire, vous pouvez le retrouver à l'adresse la-fi.fr/cursus-promo6, une adresse que vous retrouvez dans les liens en dessous de la publication de ce podcast. Dans ce formulaire, vous retrouverez les dates des 5 premiers week-ends et toutes les informations pratiques utiles pour suivre le cursus que vous devez bien lire, puisque la présence, par exemple, à l'ensemble des week-ends est strictement obligatoire pour suivre le cursus. Voilà, il me reste à vous inciter une nouvelle fois à candidater donc pour la promotion numéro 6 du cursus renforcé de notre école de formation. À bientôt. C'est maintenant au tour de l'insoumission.fr. Ulysse nous dévoile la complicité du Rassemblement national dans le maintien de la retraite à 64 ans, qu'il prétendait pourtant combattre. Le Rassemblement national s'apprête à sauver une fois de plus la peau de François Bayrou et Emmanuel Macron. Les amis de Netanyahou et Orban sont bien décidés à assurer coûte que coûte la stabilité de l'ordre économique et social. Faire chuter Bayrou après l'échec de son arnaque qu'était le conclave sur les retraites, il n'en est pas question pour eux. La stabilité d'abord, un mantra déjà asséné depuis des années par Jordan Bardella. Déjà, quand 27 sondages sur 27 prédisaient sa victoire aux législatives 2024, Bardella se précipitait pour balancer par-dessus bord un maximum des propositions qui pourraient venir perturber un tant soit peu le confort des grands patrons milliardaires qu'il admire tant. Allant même jusqu'à évoquer un âge de départ à 66 ans, à une semaine du premier tour. Visiblement, la déroute lors du second tour des élections législatives n'a pas servi de leçon au RN. Il faut dire qu'aucun des éditorialistes de plateau qui s'échinent chaque jour à banaliser leurs propos racistes n'a jamais évoqué une seule fois la possibilité que ce virage ultralibéral amorcé par Bardella pourrait être une des causes de l'absence de mobilisation de son électorat, alors que le parti était aux portes du pouvoir. Le RN rejoint, depuis un certain temps déjà, le camp de la stabilité du système, tant chéri par les rentiers et les élites économiques et politiques du pays. Après avoir bloqué la destitution de Macron lancée par les Insoumis en octobre 2024, après avoir voté avec Bayrou le budget le plus austéritaire en février 2025, Marine Le Pen et ses troupes ont annoncé qu'ils refuseraient de voter la censure après l'échec du conclave sur les retraites. Échec prévisible et bien prévu par les Insoumis, mais échec tonitruant, puisque le bilan est absolument nul. La palme de l'indécence revient à Gaëtan Dussaucé, député RN des Vosges, qui a osé déclarer « Il n'y a pas d'aggravation de la situation sociale et donc aucune raison de censurer ». Aucun des lieutenants de Marine Le Pen invités sur les plateaux n'a corrigé. C'est désormais la ligne. Avec Macron, tout va bien selon le RN. Jean-Philippe Tanguy a même abondé en affirmant que le Rassemblement national aspire à, je cite, la stabilité, c'est-à-dire la continuité des politiques de raquettes macronistes qui appauvrissent et saccagent le pays. Qu'importe que Bayrou ait menti devant l'ensemble des députés et les victimes de violences physiques et sexuelles à Bétarame. Pour le RN, sauver ce menteur est une priorité politique pour ne pas se froisser avec les élites du pays. Rappelons que 90% des travailleurs et des travailleuses du pays rejettent la réforme Borne qui leur vole 2 ans de vie. 68% sont même pour la retraite à 60 ans. Il ne reste qu'une formation politique en état de prendre le pouvoir et qui tient sa parole, qu'importe les desiderata de la bourgeoisie des plateaux parisiens. Une seule force pour porter l'aspiration à une transformation totale du système, à une rupture profonde avec la politique pratiquée depuis 30 ans, avec la guerre sociale menée par les patrons du CAC 40. Et par chance, avec la France Insoumise, cette seule alternative crédible au macronisme, cette rupture se fera avec l'humanisme comme éthique et le bien commun comme idéal.
Et c'est déjà la fin de ce 16e épisode de votre podcast préféré, Touche pas à mon peuple. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, YouTube, Deezer, Podcast Addict ou encore Amazon Music. Je vous invite aussi à partager cet épisode auprès de vos proches et de nous faire vos retours. On vous lit avec attention et on vous remercie pour tous vos commentaires positifs. N'hésitez pas à proposer des sujets qui vous tiennent à cœur. On les notera tous, car on essaie de toujours faire mieux. Je vous rappelle aussi que vous pouvez faire un don à la France Insoumise pour nous aider dans toutes nos initiatives. Pour cela, rendez-vous sur notre site lafranceinsoumise.fr. Je vous souhaite une très belle semaine, une semaine de lutte, de bataille victorieuse, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.